Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous faire une intro à rallonge parce qu'on va commencer directement dans le feu de l'action. On se situe à Mafat. Voilà, Mafat c'est un des 3 grands cirques naturels de La Réunion. Alors c'est quoi un cirque? Un cirque, c'est pas un endroit là, un cirque géologique, je parle, c'est pas un endroit où on va pouvoir trouver des lions et des zèbres, mais plutôt une particularité géologique qui est adossée au Piton des Neiges, avec forcément des remparts de plus de 1000 mètres qui vont délimiter une grande cuvette qui s'est formée par effondrement tectonique et un petit peu aussi d'érosion torrentielle. Là juste à côté de moi, j'ai une rivière qui passe, la rivière des Galets, que d'ailleurs je vais aller voir d'ici peu pour essayer de sortir des belles images drone, parce qu'effectivement dans ces cirques, on a souvent une géologie et des paysages qui sont extrêmement chaotiques, et c'est ça qui fait toute la beauté finalement de ce paysage. On peut facilement observer les cirques quand on se situe forcément sur les remparts. Et c'est là qu'on peut voir finalement, qu'on peut essayer de saisir un peu la dimension absolument impressionnante de ces endroits, et qu'on peut aussi deviner forcément qu'ils sont parfois un petit peu inaccessibles du fait qu'il faille monter les remparts, escalader les remparts et passer de l'autre côté. Mafat, ça fait partie d'un des cirques les moins accessibles de La Réunion, puisqu'il faut y aller uniquement à pied. Effectivement, ici, à part un hélicoptère là que j'entends passer, ici tout se fait à pied, il n'y a aucun véhicule, et la nuit, je vous assure, là je viens de passer une nuit à Mafat, c'est extrêmement silencieux et le ciel est absolument magnifique. Bref, Mafat c'est un petit peu un monde à part, et c'est ce que je vais vous présenter aussi à travers cette vidéo. C'est parti. Alors là du coup je vais rapidement prendre un petit sac avec le drone à l'intérieur, et puis je vais faire un petit kilomètre là pour aller me mettre dans, avec une vue plongeante au-dessus des gorges qu'on a ici, pour essayer de sortir des images drone. Là le soleil vient tout juste de se lever, il est à peine 6h15, c'est parti, on commence la journée. Et pendant que je suis en train de progresser là tranquillement vers le petit point de vue que j'ai repéré tout à l'heure et qui va être très sympa pour faire de très belles images de drone, je vais vous parler un petit peu du parc national et de Mafat. Mafat fait partie du cœur habité du parc national de La Réunion. Alors le parc national de La Réunion, il a été créé en 2007 et il couvre environ 110 types d'habitats différents de 0 jusqu'à 3070 mètres d'altitude. Dans le monde, il y a environ 4000 parcs nationaux. Ça couvre 4,4 millions de kilomètres carrés quasiment. Ici à La Réunion, le parc national couvre un peu plus de 100 000 hectares, et en plus il a une double labellisation, puisque ce cœur de parc national fait aussi partie de l'UNESCO. Et oui, pour la reconnaissance finalement de la qualité paysagère de tout ça. Regardez derrière moi, je vais plutôt me mettre dans ce sens là pour vous parler, ce sera beaucoup plus agréable pour vous pour le fond. Finalement, le parc national à La Réunion, un peu comme tous les parcs nationaux, vise à la protection de 3 patrimoines: le patrimoine naturel, le patrimoine paysager et le patrimoine culturel. Donc finalement, le parc national de La Réunion vise à protéger tout ça, mais aussi toute la partie culturelle avec le cœur habité Mafat. Alors franchement, c'était magnifique, un plaisir de voler dans ces paysages là qui sont absolument sublimes. Alors par contre, il y avait un peu de vent, et ça va me permettre de vous parler d'un petit phénomène physique qu'on a justement dans ce type d'encaissement. En fait, lorsque le soleil se lève, il va venir réchauffer principalement les bords de crête là. Donc on avait le mail d'eau, ça vient réchauffer aussi le Grand Bénard, toute la partie finalement supérieure, et cet air chaud
il est moins dense et donc il va s'élever. Et en s'élevant, eh bien, il va faire un phénomène d'aspiration sous lui. Et donc finalement, là, on se retrouve avec un vent qui est un vent ascendant. Ce phénomène est très marqué notamment le long des remparts, où l'air va carrément suivre les remparts. Alors des fois quand je vole un petit peu au Maïdo, eh ben, le drone a du mal à redescendre. Mais donc voilà, c'est un phénomène physique dû finalement au réchauffement de la masse d'air par le soleil. Et là du coup ce vent là, c'est vraiment un vent matinal. Tout à l'heure, lorsque le soleil sera un peu partout et qu'il va commencer à faire assez chaud, eh ben, ce vent là n'existera tout bonnement plus. Et bien ça y est, je rentre à mon bivouac. Alors après cette petite marche-course matinale, et ben là un petit déj, je replie tout ça et puis c'est parti, on continue l'aventure. Alors pendant que je suis en train de préparer là mon petit déj, je me suis dit que j'allais vous sortir une petite anecdote là sur cette matière, l'aluminium. Effectivement, pourquoi est-ce qu'en trek ou en bivouac, on utilise beaucoup d'aluminium? Alors, c'est parce que c'est léger, hein, je vous assure que ça fait la différence dans le sac. Mais surtout, parce que l'aluminium a une très forte conductivité thermique. Effectivement, ça va permettre de chauffer de manière beaucoup plus homogène ce qui se trouve à l'intérieur. Donc là pour le coup c'est de l'eau, c'est pour ça que j'agite pas trop. Mais des fois quand on fait griller par exemple dans des poêles en aluminium, on va se retrouver dans des poêles qui sont pas justement en aluminium, on va se retrouver avec un rond, la marque, le cerclage du gaz sur ce qu'on est en train de faire griller. L'aluminium va permettre une diffusion beaucoup plus homogène de la chaleur. Mais le deuxième avantage de l'aluminium, c'est aussi sa faible conductivité thermique massique. Alors, des gros mots, tout ça pour dire qu'en fait l'aluminium nécessite beaucoup moins d'énergie pour élever sa température. Il va réagir très rapidement à une élévation de la température et ça va permettre de faire cuire beaucoup plus vite. Alors l'aluminium, ça a été découvert en 1820 et jusque finalement à la fin du 19e siècle, l'aluminium coûtait plus cher que l'or. Pour vous donner une idée, les couverts de Napoléon III étaient faits en aluminium et pas en or parce que c'était plus chic à l'époque. Alors, je mets mon eau à chauffer. Et en fait, je vais vous parler là juste d'une toute différence de terme en fait qui existe entre la température et la chaleur. Alors la température, c'est l'agitation particulière des atomes qui dégage cette énergie. La chaleur, c'est le transfert de cette énergie. Alors c'est pour ça, c'est juste une petite différence on va dire de termes, mais qui pour les physiciens, vous leur parlez de température, vous leur parlez de chaleur, c'est pas vraiment la même chose. Et là juste un petit truc pour finir sur le tuto cuisine scientifique, pourquoi est-ce qu'on met du sel dans l'eau? Notamment pour l'eau des pâtes par exemple. Au-delà, le sel est un exhausteur de goût, donc augmenter un peu le goût des pâtes, mais c'est surtout pour abaisser le point d'ébullition en fait de l'eau. Effectivement, lorsqu'on rajoute du sel dans l'eau, on va modifier la composition chimique du mélange. Ce mélange composé d'eau et de sel ne bout pas à la même température que de l'eau pure et va bouillir en fait à une température inférieure à 100 degrés. Mettre du sel dans l'eau pour faire cuire les pâtes permet finalement de manger plus rapidement. Là je vais pas en mettre parce que sinon mes flocons d'avoine vont être bien dégueulasses. Allez, c'est reparti, on met un petit peu de poids sur les épaules et direction la prochaine étape, l'îlette de La Nouvelle. Alors ça y est, je reprends les sentiers de rando parce que comme je le disais à ma fat, et je trouve que c'est ce qui fait absolument tout son charme, c'est que il n'y a aucune route, tout se fait sur sentier. Pour passer d'îlette en îlette, ici, faut savoir marcher et c'est ça, c'est l'inaccessibilité du site. Regardez par exemple le Grand Bénard, le sommet là, j'y étais il y a 2 semaines
à l'heure où je tourne cette vidéo, et ben on est à environ presque 3000 mètres, on est à 2900 mètres, alors qu'ici on est à 1200 mètres. Donc ça vous donne une idée finalement de la dimension là des remparts qui sont incroyablement élevés en altitude. Et franchement, voilà, le site inaccessible et préservé finalement un petit peu de la foule de monde. Et ici, ouais, pour se déplacer, bah, faut savoir marcher, quoi. Allez, d'après le panneau, 2h15 avant d'arriver à notre prochaine étape. Et ben voilà, le sentier il est derrière moi, va falloir avancer. Alors petite pause dans la montée là parce que ça grimpe un peu, voilà. Je suis sûr qu'avec un peu de kilos, ça c'est physique, hein. Voilà. Mais aussi petite pause pas anodine parce que je viens de trouver ça, qui est une aile de papillon. Et ouais, bah sûrement un papillon qui a dû se faire boulotter par un petit oiseau, hein. Voilà, il y en a plein ici. Mais alors, je vais vous montrer un point commun entre ce que j'ai sur le dos, le panneau solaire, et l'aile de papillon. Effectivement, le vol chez les insectes, comment et pourquoi c'est apparu? Alors pourquoi ce serait très finaliste, mais comment c'est apparu? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les ailes, au début, ne servaient pas vraiment à voler, mais servaient surtout de radiateur. Vous savez, je vous le répète assez souvent, les insectes, ce sont des animaux qui, en fait, utilisent la chaleur extérieure pour réchauffer leur corps. On dit qu'ils sont ectothermes. Nous, on est homéothermes. On crée notre propre chaleur par notre métabolisme. Les insectes, eux, utilisent la chaleur extérieure. Et en fait, ces ailes-là, au début, servaient comme un radiateur à capter finalement une grande surface. Plus il y a une grande surface qui est exposée finalement au soleil, plus forcément on va récupérer de chaleur. Et c'est pour ça qu'en fait, sur les ailes, on a tout un système, ce qu'on appelle des nervations, en fait, qui sont juste des tuyaux du système interne de l'insecte, dans lequel circulent l'hémolymphe. Et en fait, tous ces tuyaux vont se répartir, pas de manière anodine, hein, mais vont se répartir dans les ailes et ça va permettre de réchauffer. Et au fur et à mesure, finalement, le vol ne serait finalement qu'une fonction dérivée de ces organes-là qui servaient uniquement au début à se réchauffer et pouvoir vivre. D'ailleurs, pour rentrer un peu plus dans les détails, le système de nervation des insectes, en fait, est relativement commun entre tous les ordres, tous les types d'insectes, finalement. C'est, pour les nommer, on appelle ça le système Comstock-Needham, et c'est assez complexe, je vous l'assure. Finalement, cette uniformité de structure chez les insectes, c'est ce qu'on appelle une synapomorphie, quelque chose qui est commun et qui dérive d'un ancêtre commun. Et pour le cas des insectes, par exemple, on estime que le vol est apparu chez un ordre d'insectes qu'on appelle les Paléodictyoptera et qui vivait environ entre 300 et 350 millions d'années avant notre ère. Et c'est là que le vol est apparu. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'observer finalement ces magnifiques insectes volants qui sont parfois, des fois, un peu énervants. Là, je parle des moustiques. Alors voilà, là je viens d'arriver sur une petite plaine, hein, la plaine au sable. Du coup je vais pouvoir vous expliquer 2-3 choses tout en continuant à marcher. En fait, là je vais vous parler de la biodiversité. Effectivement, depuis le début, voilà, moi je travaille dans la biodiversité et concrètement, à chaque fois que je fais des expéditions comme ça, le but c'est de vous sensibiliser à cette biodiversité. Sauf que c'est quoi la biodiversité ? En fait, la biodiversité, comme son nom l'indique, c'est la diversité du vivant. Mais ça a 3 composantes principales en fait. La biodiversité écologique, la biodiversité spécifique et la biodiversité génétique. Alors, la biodiversité écologique, c'est la biodiversité des interactions, c'est la diversité des interactions au sein du vivant. La diversité spécifique, c'est la
diversité du vivant, on va dire, en tant que tel, en termes d'espèces. Et la biodiversité génétique, c'est la diversité des gènes au sein des différentes espèces, et ça, c'est aussi super important. Alors bien souvent, moi, je vous parle quand même beaucoup plus de la biodiversité spécifique, ce qu'on peut rencontrer comme nombre d'espèces. De temps en temps, je parle aussi un petit peu de la biodiversité écologique, les interactions qu'on retrouve entre les espèces. Et beaucoup moins finalement de la biodiversité génétique, puisque c'est beaucoup plus complexe à appréhender et ça nécessite de passer par des études de génétique en laboratoire. Mais comme je sais que vous voulez aussi quelques chiffres, hein, vous êtes friand de chiffres, et je vais vous parler d'un taxon que je connais relativement bien, hein, les insectes. Par exemple, les insectes, c'est l'essentiel de la biodiversité spécifique terrestre. Ils ont une biomasse qui est quand même 300 fois supérieure à la biomasse humaine. Et finalement, 85 espèces sur 100, c'est un insecte. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Par exemple, rien que pour les sauterelles, les grillons et les criquets, c'est 22 000 espèces. À titre de comparaison, les mammifères, c'est seulement 5400 espèces. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de l'importance des insectes. D'ailleurs, on estime le nombre d'espèces d'insectes à entre 1 et 30 millions d'espèces. Voilà, finalement, des espèces, on en découvre quasiment tous les jours. Et malgré quelques petits arrêts explications, on progresse bien. La nouvelle, 35 minutes, là ça fait du coup 1h30 que je suis parti depuis mon bivouac, donc ouais, ça progresse, bon, ça reste sur certains passages assez physiques, hein. À l'intérieur du cirque de Mafat, hein, c'est un des plus, finalement, un des plus vallonnés, et ouais, les montées elles secouent pas mal quand même. Alors au milieu de tous les hélicoptères qui passent, là ce qu'on vient de voir passer, c'est le Dash. C'est en fait l'avion anti-incendie ici à La Réunion. On est dans un milieu tropical, certes, mais pas un milieu tropical humide, hein. Vous voyez que c'est quand même assez sec ici. Et du coup, finalement, les incendies, c'est quelque chose d'assez fréquent, notamment les grands incendies du Maïdo l'année dernière en 2020. Bien que les incendies fassent partie intégrante en fait de la dynamique écosystémique, et bien quand même, ça fait des ravages s'ils ne sont pas maîtrisés. Et aussi, également, ça peut être un danger pour la population parce que comme vous voyez, l'année dernière, les incendies étaient sur ces grandes, sur les falaises juste derrière, voilà. Et si la végétation brûle, elle ne retient plus finalement les rochers. Et là, il y a des éboulis. Et ici, les habitations sont un petit peu aussi en bordure de falaise. Donc c'est en ça que ça peut être extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça, au milieu du balai aérien, des hélicos. Et de temps en temps, on voit voler cet avion. Comme le panneau l'indique, tout juste arrivé à la nouvelle, donc un îlet de Mafat. Et finalement, je vais en profiter moi pour faire un petit point sur l'eau, sûrement me ravitailler un peu. Mais clairement ici, on a un panorama qui est incroyable. Voilà, je suis passé par le col du Tailvite entre les deux et puis c'est là que je vais ressortir aussi ce soir. Donc ça risque de grimper un peu. Mais voilà, le panorama est extraordinaire et puis aujourd'hui, il y a une météo parfaite. Bref, c'est un plaisir d'être ici, vraiment. Allez, ça y est, je quitte la nouvelle et là en fait pour revenir sur Marla, je vais passer par la plaine des Tamarins. Mais donc la nouvelle, petite pause pour remplir l'eau, petite pause aussi rafraîchissante et puis un petit peu de discussion finalement aussi avec des personnes qui vivent ici dans le cercle de Mafat, des locaux, et discussion autour finalement de sujets comme la gestion de l'eau, la gestion des déchets, choses qui sont pas forcément faciles à appréhender, du moins assez différentes de ce qu'on a l'habitude de vivre au quotidien. Puisqu'ici, le cirque est très isolé.
Donc voilà, ça demande tout ça, toute une logistique un petit peu différente. C'était très enrichissant de discuter avec des personnes et puis qui sont d'une gentillesse absolument extraordinaire. Bref, en tout cas, si vous êtes à La Réunion, si vous passez à La Réunion, faites un tour par Mafate et puis faites un tour dans les îlettes et prenez le temps de discuter avec les gens. Vous verrez à quel point ils peuvent vous apprendre des choses. Alors ça y est, j'arrive là à une autre étape de mon expédition qui est la plaine des tamarins. Alors les tamarins en fait, ce sont ces arbres, juste là. Par exemple, on en a un beau spécimen juste là. Alors Acacia heterophylla, le tamarin des hauts. Alors pourquoi heterophylla? Parce que hétérophylie, feuilles différentes. Les jeunes feuilles ici, vous voyez, sont différentes des feuilles un peu plus âgées. Voilà, juste ici. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Acacia heterophylla. Enfin bref, c'était pas trop ce que je voulais vous parler ici, puisque en fait là je viens de rencontrer des personnes et on a un petit peu parlé écosystème et notamment le climax écosystémique. Qu'est-ce que c'est? Alors je me suis dit du coup que c'était intéressant de vous en parler parce que c'est souvent un terme qu'on utilise, mais il faut savoir ce que ça veut dire quand on utilise un terme. Donc en fait le climax, c'est une communauté d'espèces qui vit dans un endroit donné et qui est la communauté finalement la plus stable qui puisse exister à cet environnement, dans ce milieu plutôt donné. Plus que tout, enfin stable, plus que toute autre communauté. Alors c'est une stabilité qu'on va dire une stabilité dynamique parce que dans la nature, eh bien, rien n'est vraiment tout le temps stable et linéaire. Donc voilà, c'est ça le climax. C'est une communauté qui est la meilleure, on va dire, entre guillemets, à un endroit donné. Allez, petite rencontre sur la route. Voilà, un beau bœuf moka qui est là pour entretenir un petit peu cet écosystème. Voilà. Mais nous, direction Marla, allez 1h15. Et puis après, je pense qu'il sera temps de se quitter parce que moi je vais ressortir du cirque de Mafate. Vraiment pour l'instant, ça reste une expédition qui est absolument extraordinaire. Bon physique, hein, ça je vais pas vous le cacher, mais alors de loin une des meilleures que j'ai pu faire ici. Et je pense que je vais y retourner pas mal de fois. Et ben voilà, arrivé à Marla, dernière étape du périple, avant finalement le grand retour de l'autre côté. Donc voilà, et ouais, c'est physique hein, quand même, mais par contre c'est absolument magnifique. Allez, après avoir mangé un bon petit rougail saucisse là chez Jimmy, je vais tranquillement quitter l'îlette de Marla. Alors, et puis je vais mettre fin finalement à cette vidéo, à cette expédition, parce qu'il va me rester juste voilà, le col du Taibit à franchir pour retourner à Sillaos. J'en ai encore un petit peu pour 2 heures, donc je vous cache pas que c'est physique hein, franchement, mais alors magnifique, on en prend plein la vue tout le temps, c'est incroyable, franchement. Moi, je peux que vous conseiller de le faire. Voilà, et sur ce, comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à partager, à poser toutes vos questions en commentaire. Et d'ici la prochaine expédition dans un endroit, j'espère, tout aussi magique, moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.